Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Content de vous retrouver ce soir avec, bien sûr, notre ami Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue. Merci d'être là. Merci encore à vous, Monsieur Cohen, pour votre ponctualité et votre disponibilité. C'est un plaisir. Hein. Voilà, les amis. Donc, je vous invite, comme d'habitude, pour ceux qui sont sur toutes les plateformes, de partager un maximum. Vous avez le lien que je vais vous mettre, comme d'habitude, pour échanger avec nous sur YouTube, Facebook, les autres plateformes. Et sur TikTok et Twitter, vous avez la possibilité, bien sûr, d'interagir avec nous en faisant la demande. Alors, Monsieur Cohen, bien sûr, l'actualité de cette semaine, c'est la déclaration Oui, un peu surprise de Trump. oui, disons, c'est du Trump. Trump a fait du Trump. Voilà, c'est-à-dire, il balance, mais en fait, bon, il exprime euh, à sa manière, mais il exprime une réalité, c'est-à-dire nettoyer Gaza euh, d'une partie, ou en tout cas d'une grande partie de ses habitants, sinon de la totalité, et surtout éliminer toute forme de résistance à l'Empire. Euh, la forme, les gens, enfin à mon avis, on s'attarde un peu trop sur la forme. Sa déclaration un peu intempestive, unilatérale, arrogante, etc. Mais enfin, c'est sa manière, mais il exprime une réalité qui est la dépossession de la bande de Gaza de ses habitants légitimes, c'est-à-dire les Palestiniens et les groupes qui la défendent. Euh, bon, pour moi, il va dans le sens. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, il y avait des commentateurs, j'ai entendu, dire qu'il y aurait eu une espèce de bisbille entre lui et Netanyahou. Moi, je ne crois pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, tous les deux jouent la complicité, c'est-à-dire ils ont. Trump n'était peut-être pas convaincu du point de vue israélien, c'est-à-dire, vous savez, ça, c'est vider Gaza de ses habitants, c'était l'obsession du gouvernement israélien dès le 8 octobre. Et ce n'était pas du tout l'objectif des Américains. Je ne crois pas qu'on les ait entendus là-dessus. Et donc, à mon avis, c'est un alignement de l'Amérique sur la position israélienne. Seulement, on veut mettre les formes, ou en tout cas, on veut, comment dire, il sait très bien, Trump et Netanyahou maintenant savent que le monde arabe, pour des raisons, tout simplement, ce n'est pas du tout par des convictions, ni par la défense des Palestiniens. La majorité des pays arabes s'en fichent pas mal des Palestiniens. La question n'est pas là. Mais il faut sauver la face. Il faut montrer qu'on est quand même des défenseurs de la cause arabe, de la Palestine, etc. Il me faut marrer quand même. L'Égypte, alors qu'elle n'a même pas laissé un camion pendant 15 mois. Donc, et donc, le monde arabe, soi-disant, c'est indigné. Bon, le monde musulman s'est indigné. L'Europe s'est indignée. Ils ont l'indignation sélective, ces gens-là. Parce que franchement, 50 000 morts, destruction de Gaza, j'ai pas entendu, enfin, ils ne sont pas tellement indignés. Bon, ils ont exprimé des petites critiques comme ci, comme ça, mais enfin, on n'a pas assisté à une indignation proche de la révolte.
Et donc, on nage dans l'hypocrisie totale. Pour moi, il est évident que ce projet, maintenant qu'il est défendu par les Américains, donc avec la puissance, les moyens, etc., quelque part, je l'ai dit la semaine dernière, de toute façon, je crois que ce projet va se réaliser. C'est-à-dire de vider Gaza de ses habitants. Il est évident que on va mettre les formes. De quelle manière? D'abord, il faut imaginer une chose. Gaza est détruite à 90%. Voilà, au moins. Bon. Imaginez, il y a des dizaines de milliers de familles qui ont des enfants et qui n'ont plus rien. C'est-à-dire, ils n'ont ni logement, il n'y a ni école. Vous savez, dans les pays méditerranéens, pour ceux qui connaissent un peu, l'hiver, les journées froides peuvent être très pénibles, vraiment. Moi, j'en sais quelque chose au Maroc. Et surtout que ces pays-là ne sont pas faits, enfin en tout cas les constructions ne sont pas faites pour s'ouvrir au soleil. Il y a rarement un chauffage central dans les maisons, etc. Et donc, le froid est rude et terrible. Et on vit en ce moment des journées terriblement froides dans la région. Et combien de gens à Gaza peuvent dire on peut dire qu'ils vivent dans un appartement avec des fenêtres fermées, avec un peu de confort, etc. Il y a peut-être 10%, 15%. Les autres vivent dans des tentes. Et en fait, malheureusement, Israël joue là-dessus et l'Amérique joue là-dessus. C'est-à-dire, ils vont dire aux gens, voilà, d'ailleurs, il y a eu des déclarations aujourd'hui, cyniques, mais malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Les Israéliens sont prêts à offrir à tout Gazaoui qui voudrait partir, de l'aider à partir dans de bonnes conditions, etc. Donc imaginez, moi je vois les choses comme ça. Hein. Bon, l'Égypte va accepter, elle ne peut pas refuser, mettons, 50 000 à 100 000 personnes. Ce n'est pas grand-chose, 50 à 100 000. D'autant plus que s'il y a une pression américaine, l'Égypte ne peut pas refuser. Voilà. Et ça sera présenté comme une solution humanitaire. Voilà. C'est-à-dire ce sont les Palestiniens de Gaza qui vont faire la demande. Il y a beaucoup de gens à Gaza qui sont instruits, qui ont un bon métier dans la médecine, l'enseignement, etc. Bon, les ingénieurs, les techniciens. Et donc, ces gens qui ont une famille, qui ont des enfants, on ne peut pas, vous savez, ils ont envie de souffler un peu, de vivre normalement. Voilà. Donc, si on leur propose d'aller dans un pays arabe, mais non pas du Maroc, on a élargi les pays, le nombre des pays, la liste des pays qui peuvent recevoir. Et donc, moi, personnellement, enfin, je l'ai dit la semaine dernière et je le répète cette semaine, malheureusement, ils vont y arriver petit à petit. Bon, peut-être pas vider Gaza de ses habitants, mais en tout cas, d'ici un an, peut-être, faire partir un tiers, peut-être, de la population de Gaza, ou la moitié, je ne sais pas. Et donc, l'objectif est de toutes les façons, non seulement de vider Gaza de ses habitants, il ne faut pas oublier une chose, il faut rappeler une chose, je pense, que les commentateurs ne soulignent pas assez, à mon avis. Parce qu'on dit, bon, les gens ne veulent pas partir, etc., on va reconstruire, on va revivre. Oui, mais on oublie une chose. Qui c'est qui détient les clés du camp de concentration qu'est la bande de Gaza?
La bande de Gaza est une prison. Qui détient les clés? C'est Israël. Israël détient 100% des clés. C'est-à-dire, une fois si jamais on arrive à un échange complet des otages, etc., ben Israël peut arrêter du jour au lendemain, il le fera. Toute fourniture, la construction, on dit on va reconstruire, mais le matériel de reconstruction, il faut qu'il rentre de quelque part. Israël ne le permettra pas. La nourriture, Israël permettra peut-être l'entrée du 10e des besoins. Et la même chose pour la santé. Jusqu'à présent, on n'a jamais vu un pays ou une organisation internationale ou une assemblée générale, enfin, faire le nécessaire pour briser le blocus de Gaza. Ça s'est passé une seule fois avec la Turquie, qui a envoyé une flottille en 2010 et elle a été attaquée en haute mer. C'est un acte de piraterie maritime. Mais bon, c'est comme ça, voilà, c'est la réalité. Il y a eu 10 morts, une centaine de blessés, et puis bon, ben, les Turcs ont ramené leur flottille. Et donc, aujourd'hui, après la trêve, le Gaza va crever de faim, de soif, de maladie. Les bateaux de pêche ont été détruits, les écoles ont été détruites, les bâtiments administratifs pareil, les mosquées, enfin tout. Donc, imaginez la détresse des gens. Surtout, il n'y a pas d'espoir. Si c'était un territoire libre, on peut dire, bon, on va reconstruire petit à petit, etc. Mais ils n'ont même pas cette espérance-là, puisque c'est Israël qui détient les clés de la prison et aucun pays au monde aujourd'hui n'est en mesure de contester cette prérogative. Voilà. Et c'est ça le drame, c'est ça la situation terrible que doivent affronter les Gazaouis. C'est pas tellement, à la limite, tu te dis, bon, c'est comme un tremblement de terre, on reconstruit. Mais là, pour redémarrer, pour reconstruire, il faut faire entrer du matériel. Et Israël ne le permettra pas. C'est fini le temps. Vous savez, avant le 7 octobre, Israël permettait l'entrée chaque mois. Moi, j'ai vu ça, même enfin, en images, des envoyés du Qatar avec des valises, 30 millions de dollars chaque mois. Et d'Israël fermer les yeux sur la contrebande d'armes, etc. Mais aujourd'hui, c'est terminé cette histoire. C'est-à-dire que l'Occident, pas oublier une chose, la zone de Gaza est riche en gaz. Voilà. Elle est excessivement riche. Et l'Occident n'a pas envie de laisser partir cette richesse au Hamas ou à d'autres organisations palestiniennes, avec la complicité de l'Égypte, de la Jordanie, de l'autorité palestinienne, de l'Europe, etc. C'est ça le drame. Il ne faut pas croire que l'indignation, bon, bien sûr, il y a l'indignation des citoyens, elle est légitime, mais l'indignation des États, elle est hypocrite. Il ne faut pas se leurrer. Voilà, ils n'en ont rien à fiche et ils ne lèveront pas le petit doigt. Voilà, donc malheureusement, enfin, donc je vois que Trump, en reprenant à son compte le nettoyage ethnique, il faut dire les choses par leur nom, de Gaza, il a pris fait et cause, il a fait sienne l'idée d'Israël de vider le territoire. Et donc, quelle que soit la forme que ça prendra, quels que soient les délais,
pour moi, c'est secondaire. L'essentiel, c'est que vous avez deux pays, Israël et les États-Unis, qui vont mettre tout en œuvre pour y arriver. Et malheureusement, je ne vois pas quel est l'État qui peut leur mettre des bâtons dans les roues. Voilà. D'accord, merci Monsieur Cohen. Alors, on va commencer. Il y a plusieurs questions déjà sur le chat. Moi, j'avais une première question avant de donner la parole à Sofiane qui est avec nous sur YouTube et El Crimo sur TikTok. J'avais une première question, Monsieur Cohen. C'était, selon vous, est-ce que cette déclaration de Trump est la plus importante depuis celle de Balfour en 1917? Non, non, à mon avis, non. C'est-à-dire, en fait, euh, encore une fois, enfin, pour reprendre l'expression, Trump fait du Trump, c'est-à-dire, en fait, la déclaration Balfour, c'était légitimer un futur État sioniste. Bien. Trump n'a pas dit, encore qu'il a laissé dire, il a laissé entrevoir qu'Israël était tout petit et que il faudrait peut-être penser à son élargissement. Mais bon, il n'a pas dit, Trump n'a pas dit Israël doit gouverner d'une île à l'Euphrate ou quelque chose comme ça. Non, bon, à sa manière, il a, voilà, il a fait sa déclaration sur la prospérité de Gaza, faire de Gaza une espèce d'Eldorado immobilier et de luxe. Il est évident que ce n'est pas pour les Palestiniens, ce n'est pas pour les va-nu-pieds, ce n'est pas pour le peuple de Gaza. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est un très beau territoire qui, transformé, peut avoir une plus-value de je ne sais pas combien de dizaines de milliards. Enfin, il faut imaginer ça. Enfin, je veux dire, c'est fabuleux ce territoire comme ça, avec une comment dire, face à une mer magnifique et un climat sensationnel. Et donc, lui, je pense qu'il a parlé quasiment en homme d'affaires, voilà, en businessman. Et donc, c'est pas, ça n'a pas la valeur d'un, comment dire, c'est pas sur le même plan de l'installation du sionisme ou de son renforcement qui puisse être comparé à la déclaration Balfour. Voilà. Très bien, merci Monsieur Cohen pour votre réponse. Alors, je vais donner la parole à Sofiane qui est avec nous sur YouTube. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Oui, Oui, bonsoir, on vous entend. Bonsoir, Monsieur Cohen, c'est un honneur de pouvoir échanger avec vous pour la première fois. Merci Altitude pour ce live régulier. Je voulais savoir, Monsieur Cohen, d'après vous, pour quelle raison on arrive à déloger plus facilement les habitants de Gaza ou du reste de la Palestine par rapport à la ville de Jérusalem? À Jérusalem, j'ai vu des vidéos où ils proposent à chaque fois des arrangements. J'ai vu la vidéo d'un homme, par exemple, à qui on a proposé plusieurs millions, mais voilà, étant donné qu'il est fier, il préfère ne pas vendre. Comment ça se fait qu'on fait cette différence entre les villes? alors, je pense que je suis désolé de vous le dire un peu comme ça, mais vous n'êtes pas très bien informé sur ce qui se passe à Jérusalem. C'est ça, là, les sionistes sont très malins, comment dire, ils mènent une politique de grignotage à Jérusalem. Peut-être pas chaque jour qui passe, chaque semaine, chaque mois. Là, par exemple, c'est dommage, il y a un jour ou deux, je suis tombé sur un article d'un média israélien qui parlait d'un tout nouveau petit quartier, mais un petit, à Jérusalem-Est. Et donc, quelque chose comme 150 logements. Et en fait, les Israéliens font ça à Jérusalem depuis 40 ans, depuis 67. C'est-à-dire, ils grignotent, maison par maison, immeuble par immeuble. Par exemple, je me souviens, ils ont détruit
un cimetière, le plus vieux cimetière palestinien à Jérusalem. Et ils ont mis à sa place un musée, enfin ils ont le sens, ils ont le sens de l'ironie, hein. Ils ont construit un musée de la tolérance. Et donc, ou bien par exemple, il y a des gens qui vendent leur maison. Vous avez vu un type qui n'a pas vendu sa maison, mais moi j'ai vu des gens, des Palestiniens vendre leur maison, seulement ils le font en catimini. Ils s'en vont à l'étranger parce qu'ils savent qu'ils peuvent être assassinés. Et ils touchent 2, 3 ou 4 fois plus que le prix habituel versé à l'étranger. Donc, il y a chaque jour, chaque semaine, chaque mois, ou bien par exemple, vous avez beaucoup de familles palestiniennes de Jérusalem qui n'ont pas de permis de construire. Par exemple, Voilà, voilà. donc, Donc, il ils n'y ont a pas leur que le maison. côté financier, il y a aussi la pression Par exemple, administrative. je sais pas, par exemple, il y a quelques temps, enfin quelques semaines, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, il y a une famille palestinienne de Jérusalem-Est qui a demandé plusieurs fois le permis et qui se sont dit, bon, on va construire. Ils ont construit et l'administration israélienne a laissé passer quelques temps et on leur a dit, voilà, il faut détruire la maison. Si vous le faites vous-même, vous ne payez rien. Si on le fait nous, on vous fait payer une facture. Et ils ont été obligés d'eux-mêmes de la détruire. Et donc, c'est cette politique de harcèlement qui n'est pas visible, que les gens ne voient pas nécessairement, et qui malheureusement est en train de réduire progressivement. Il faut imaginer le harcèlement même des gens qui vivent au niveau des papiers, etc. Et donc, bien sûr, ils tiennent jusqu'à présent, mais il y a des brèches. L'administration israélienne arrive à avoir des brèches et je pense que au final, cette population arabe de Jérusalem-Est, ses jours sont comptés, même si les Israéliens ne veulent pas encore, jusqu'à présent, faire un nettoyage ethnique massif. Voilà. Dernière question, Monsieur Cohen. Là, on Oui. vient de voir l'exercice des armes. On vient de voir la puissance des armes, comment ils ont pu faire du mal au peuple palestinien. Et là, actuellement, Trump nous montre ce que va être la puissance de l'argent. Est-ce qu'on Oui. peut considérer qu'il n'y a plus d'espoir? Alors, la puissance de l'argent, je ne suis pas encore d'accord là-dessus, parce que le Qatar et l'Arabie saoudite réunis, ils peuvent très bien surenchérir sur l'Amérique et payer le double et avoir Gaza, s'ils voulaient. D'accord? Donc, c'est pas vraiment une question, c'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi une question de puissance politique. Est-ce que l'Arabie Saoudite peut très bien mettre 10 milliards, 20 milliards de dollars sur ce terrain-là pour l'acquérir, par exemple, et garder les Palestiniens, etc. Mais qui lui permettra de le faire? C'est ça le problème. Et donc, ce n'est pas seulement l'argent, il y a l'argent, c'est vrai, mais il y a la puissance qui va avec, la puissance militaire, politique, diplomatique, etc. C'est tout un package. Et, pardon? C'est tout un package. Oui, voilà, voilà. Et donc, les Arabes auraient très bien pu, enfin certains pays arabes auraient très bien pu dire, très bien, nous prenons en charge la bande de Gaza et nous reconstruirons, etc. Mais qui le leur permettra? C'est ça le problème. Donc, voilà. Merci, Monsieur Cohen. Merci, Altitude. Okay. Voilà, merci à toi, Sofiane. Tu reviens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Monsieur Cohen, avant de redonner la parole à quelqu'un d'autre sur TikTok, j'avais une question sur le chat. Oui. C'était Trump va-t-il faire un chantage à l'Égypte via l'aide américaine annuelle pour contraindre Sisi à recevoir une partie des Gazaouis? Ben, probablement, parce que j'ai dit que de toutes les façons, l'Égypte, face à l'Amérique, n'a pas vraiment beaucoup de possibilités, de marge de manœuvre.
C'est-à-dire que si l'Amérique fait une pression forte, d'autant plus que, bon, c'est vrai qu'en octobre 24, 23, l'Égypte ne pouvait pas se permettre d'ouvrir ses frontières et de laisser passer 2 millions. Je pense que le régime de Sisi n'aurait pas survécu à un tel drame, à un tel nettoyage ethnique, à une telle lâcheté, à une telle collaboration avec le régime sioniste. Mais si, comme je l'ai dit tout à l'heure, on présente l'affaire comme on demande à l'Égypte pour des raisons humanitaires et à la demande de familles palestiniennes d'accueillir 50 000 ou 100 000 Palestiniens, je pense que l'Égypte pourra dire, même le Maroc d'ailleurs, plusieurs pays arabes pourront dire soulager la souffrance de nos frères palestiniens, etc. Je pense qu'on n'aura pas besoin de faire beaucoup de pression pour obtenir ce résultat-là. Très bien, merci M. Cohen. Je donnais la parole à El Crimo qui est avec nous sur TikTok. Bonsoir, Monsieur Cohen. Merci Altitude. Bonsoir Monsieur Cohen, bonsoir. Je suis content d'être là déjà pour vous dire, et peut-être que je vais avoir des réponses sur des questions que je me pose. J'ai une question, enfin j'en ai plusieurs, mais je vais en choisir qu'une parmi toutes celles que j'ai, parce que j'ai la chance de vous avoir à côté de moi. Et une hypothèse. Si M. Cohen il pourra répondre aussi à l'hypothèse, mais dans un premier temps, la question, je voudrais savoir quelle légitimité les États-Unis en général, hormis Trump, mais les États-Unis en général, quelle légitimité ils ont parce que je veux dire, c'est des mots. C'est un souhait. Il a souhaité, il a émis un souhait de pouvoir déplacer la population palestinienne. Mais quelle légitimité il a, quand bien même il voudrait le faire. Voilà, quelle légitimité il aurait au point de vue international. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas des instances supérieures à sa parole, supérieures à ses envies. Dans un premier temps, ma première question, c'était ça. Alors, ouais. dans les relations internationales, le plus fort fait ce qu'il veut, à peu près. Donc ça a toujours été comme ça, et c'est comme ça, et je ne vois pas pourquoi ça changera dans le futur. Voilà. Et donc il faut pas, je ne comprends pas qu'on puisse encore s'étonner que les relations internationales ça marche comme ça. Ça a toujours marché comme ça. Voilà. Donc c'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà, ça a toujours été comme ça. Vous êtes fort, vous dominez, vous faites ce que vous voulez. Et vous faites plier le droit international à votre convenance. Voilà. L'Amérique l'a fait face à l'Irak, la France face à la Libye, etc. Alors, Monsieur Cohen, juste pour compléter la question de El Crimo, est-ce que selon vous, y aura-t-il une opposition? Parce qu'effectivement, il y a le droit international qui va être bafoué. Mais est-ce qu'il pourra y avoir parce qu'on a parlé là, je crois que j'ai entendu parler d'une réunion d'urgence de la Ligue arabe et éventuellement d'instances d'autres pays internationaux. Est-ce que, selon vous, il y aura une opposition à ce projet? Voilà. Wally, vous avez remarqué que j'ai souri quand vous avez dit la Ligue arabe? Voilà. Franchement, la Ligue arabe. Non, mais voilà, enfin, c'est une réunion de comiques. Je pense que la Ligue arabe devrait s'abstenir même de se réunir. Parce qu'en se réunissant et en publiant des communiqués, elle se ridiculise. Voilà. Franchement, c'est dommage qu'ils ne ferment pas leur gueule, parce qu'au moins, ils s'abstiendraient de dire des choses qu'ils ne pensent pas et sur lesquelles ils n'ont aucun pouvoir et ils ne veulent pas agir. Est-ce que la Ligue arabe a fait quelque chose pendant 15 mois? Voilà. Donc, la Ligue arabe peut se réunir comme elle veut. Je veux dire, la plupart des pays arabes, de toutes les façons, obéissent plus ou moins à l'Amérique. Donc, c'est une question. Vous savez, souvenez-vous, j'avais dit une chose, l'organisation de la conférence islamique. 57 pays. J'avais dit combien de fois j'ai dit ici, dans notre échange, il aurait suffi que 57 pays disent, voilà, si l'agression israélienne ne s'arrête pas, on arrête toute exportation dès le lendemain. Et je vous assure, s'ils avaient fait ça,
l'agression israélienne se serait arrêtée dans les 24 heures. Seulement, voilà, ils n'ont pas, enfin, je n'ai pas envie d'entrer dans les raisons pourquoi ils ne le font pas, mais ils ne le font pas. Voilà. Et donc, la Ligue arabe peut se réunir comme elle veut, faire les déclarations qu'elle veut, ça ne sert strictement à rien. C'est-à-dire, est-ce que, vous savez, je vais revenir à la situation de Gaza. La bande de Gaza est un camp de concentration à ciel ouvert. Et ça dure depuis 20 ans, au moins. D'accord? Très bien. Qu'ont fait les pays de la Ligue arabe pour briser le blocus illégal des Israéliens? Voilà. Celui qui a une réponse, il me l'envoie, je serai très content de la recevoir. Donc, l'Amérique, elle a mis son potentiel du côté israélien parce que de toutes les façons, c'est un projet qui est depuis octobre 2023, il est en marche. Je vous rappelle, comme ça, incidemment, que début 2023, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne ont signé des accords avec des multinationales pour exploiter le gaz au large de Gaza. Bon, donc, l'Égypte peut dire ce qu'elle veut, elle est, enfin bon, voilà, elle est complice. Donc, il faut revenir à plus de réalisme et regarder la situation en face. Voilà. Et malheureusement, la réalité est là. Cette bande, enfin, ces Palestiniens de Gaza, malheureusement, sont à la merci voilà, des appétits impérialistes, appétits israéliens, européens, américains, avec la complicité au moins minimum des pays environnants, dont l'Égypte, la Jordanie, etc., l'Arabie saoudite, etc. Et donc, je ne vois pas, pour répondre à l'auditeur qui a posé la question, malheureusement, ce n'est pas. Je veux dire, si le Conseil de sécurité se réunit, il y a le veto de l'Amérique. Bon, très bien. Et même s'il n'y avait pas le veto, de toutes les façons, les résolutions internationales, on sait ce qu'elles valent. On sait ce que valent les résolutions de la Cour pénale internationale et de la Cour internationale de justice, etc. Et donc, il faut se dire que, voilà, je regrette vraiment, c'est une expression qui fait mal au cœur de la dire, mais malheur aux vaincus. Et il y a des gens, malheureusement, les pays arabes, ils ont les moyens, ils auraient eu la possibilité de résister, parce qu'ils sont riches, ils sont nombreux, surtout si on ajoute les pays musulmans, l'organisation de la conférence islamique, mais pour toutes sortes de raisons, ils n'ont pas envie de le faire ou ils ne peuvent pas le faire. Voilà. Très bien, merci. El Crimo. Oui, merci M. Cohen pour votre réponse, super détaillée. La dernière hypothèse que je voulais vous soumettre, c'était est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à une volte-face de Donald Trump? Un acte de trahison ou une parole pas tenue envers Israël ou envers ses dirigeants? Non, je ne crois pas. D'abord parce que, vous savez, Trump est un réaliste, c'est-à-dire il connaît la situation américaine. Or, l'Amérique, c'est pas, enfin, je vais vous dire une banalité. Le système politique américain, il est contrôlé à 90% par le lobby sioniste, l'AIPAC. Voilà. Et donc, on ne peut pas imaginer un président tout seul se retourner contre Israël. Il va soulever la Chambre des représentants, le Sénat, les ministres, les médias contre lui. Il ne va pas le faire. Voilà, c'est quelqu'un qui est intelligent, il connaît le rapport de force et ce serait un acte suicidaire. Voilà. Même s'il a envie, enfin, je veux dire, la question n'est pas, vous savez, moi je me souviens au début de la première campagne électorale de Trump, moi je me souviens de ses premiers discours, il mettait à égalité, à peu près sur le même plan, israélien et palestinien. Et puis après, je me souviens encore de ça, hein,
Et il avait reçu des messages en lui disant, écoutez, si vous continuez comme ça, on va mettre le paquet contre vous. Il ne faut pas oublier une chose, le Parti républicain, il est à 95% sioniste. Les sénateurs sont à 90% sionistes, démocrates ou républicains. La Chambre des représentants, c'est pareil. Donc, il ne va pas se mettre tout ce monde à dos, ce n'est pas possible. Il ne tiendra pas longtemps. Donc, ce n'est pas la question de ce qu'il veut. Il connaît le rapport de force. Voilà. Et puis, il sait une chose. C'est quoi l'objectif? J'avais dit une fois une chose à propos de Trump. C'est d'abord un Yankee, c'est-à-dire quelqu'un qui est partisan de la puissance américaine. Voilà. Si ce n'est pas par la guerre, c'est par l'économie, par le chantage, par les pressions, etc. Regardez ce qu'il fait avec les pays, etc. Et donc, Israël est un atout, qu'on le veuille ou non, est un atout important, majeur, dans la politique américaine. Vous savez, on dit que les Américains sont le jouet des Israéliens. Bon, en même temps, ils se tiennent. C'est-à-dire que Israël est le meilleur chien de garde que l'Amérique a pu trouver pour contrôler la région depuis les années 60. Donc, ils ne vont pas le lâcher. Trump ne lâchera, enfin, à moins d'une catastrophe. Enfin, moi, je ne sais pas ce qui peut arriver. Mais pour toutes ces raisons. Économiquement, quand on regarde actuellement la situation américaine, elle est vraiment. Oui. Elle n'a plus la puissance qu'elle avait avant, en fait. Militairement, avec les dernières années qu'elle a passées sur plusieurs conflits en même temps. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que le peuple américain, est-ce qu'ils ne vont pas sacrifier Israël justement pour s'auto-protéger, pour vraiment protéger, sécuriser leur peuple? Bon, vous savez, l'aide à Israël, c'est rien du tout par rapport à ce qu'ils donnent à l'Ukraine, par rapport à ce qu'ils ont dépensé en Afghanistan, etc. C'est 4 milliards de dollars par an en temps normal. Bon, franchement, 4 milliards pour l'Amérique, c'est presque, enfin, je veux dire, c'est une tasse de café. Enfin, faut pas quand même pas exagérer. C'est un verre d'eau. Donc, c'est un verre d'eau. Voilà, c'est pas vraiment, c'est pas ça qui va. Vous savez, ils ont 35 000 milliards de dettes. Donc, c'est pas 4 milliards qui va ajouter quelque chose, qui va jouer. Non. Et d'ailleurs, le truc, c'est que regardez ce qui se passe, par exemple, si vous essayez de suivre l'actualité aux États-Unis. Le nombre d'universités américaines qui, aujourd'hui, payent le prix d'avoir laissé les manifestants manifester contre Israël. C'est incroyable. Les présidents d'universités qui démissionnent, les répressions contre les organisations pro-palestiniennes, c'est aujourd'hui qu'on voit le contre-coup. C'est dire à quel point le système américain est contrôlé par les sionistes au niveau politique, universitaire, médiatique, etc. Et Hollywood. Et c'est pas demain la veille qu'ils vont tourner kazakh, c'est pas possible. Voilà, il y a une grosse influence. Ok, merci M. Cohen. Il y avait une question. Alors là, c'était voilà. Après ces déclarations donc de Trump, est-ce que vous pensez pas que les attaques du 7 octobre étaient l'œuvre d'une manipulation israélienne? Ben, tout indique que, enfin, moi, en suivant les experts, enfin ceux qui connaissent, notamment américains, etc., tout indique que les Israéliens, enfin, je n'irai pas jusqu'à dire, enfin, d'après, je répète, parce que moi, je ne suis pas du tout expert. Bon, disons que tout indique que les Israéliens auraient laissé faire. Voilà. Donc, pour avoir la possibilité, et d'ailleurs, c'est connu aujourd'hui que l'armée israélienne a participé au massacre. L'armée israélienne a tué la moitié, les victimes du 7 octobre, la moitié ont été tuées par l'armée israélienne.
Donc, malheureusement, ça ne passe pas dans les médias. Mais même les Israéliens, certains médias israéliens le disent. Donc, on a voulu créer un choc terrible. Vous savez, c'est comme la théorie du choc. Créer le choc pour imposer. C'est un peu comme ce qu'on a vu avec le truc 19, etc. Enfin, et donc, le choc, ça a été le 7 octobre. Et justement, pour permettre, parce que dès le 8 octobre, dès le 9 octobre, les plans israéliens étaient étalés. Ça veut dire, le nettoyage ethnique de Gaza, etc. Donc, en fait, c'est comme si c'était préparé à cette éventualité. Et évidemment, le 7 octobre leur donne une excuse ou une légitimité, vu tellement, qu'il est répété, etc., matraqué. Et donc, il est évident que le 7 octobre, on ne saura peut-être jamais la vérité, la vraie vérité. C'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce qu'ils ont été totalement manipulés, est-ce que le Hamas a été totalement manipulé, etc. On ne peut jamais savoir. Mais ce qui est sûr, c'est que les services israéliens ont participé, en tout cas, d'abord, ils ont mis beaucoup de temps à ne pas intervenir. Et deuxièmement, lorsqu'ils sont intervenus, ils ont tué la moitié des victimes israéliennes. Et donc, moi, je connais, j'ai de la famille en Israël, les gens continuent à croire que ça a été quasiment une espèce de Shoah bis, quoi, ou de pogrom, etc. Donc, c'est créé ce choc chez les Israéliens et à l'étranger, effectivement. Mais c'est un choc qui n'est pas fondé. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, toutes les réactions qu'on a pu voir internationales, là, c'est un peu de l'hypocrisie, hein, finalement. Ils vont tous se partager le gâteau. Mais bien sûr. D'abord, il y a le gaz. Et les Européens se frottent les mains déjà d'avoir une source d'approvisionnement de gaz qui va leur permettre d'échapper un peu à l'arrêt l'arrêt du gaz venant de Russie. Donc, tout le reste, c'est d'hypocrisie. Vous savez, les États, je répète cette formule, qui n'est pas de moi, bien sûr, en fait, je ne sais pas de qui, elle date du 19e siècle. D'ailleurs, les États sont des monstres froids. Voilà. Et les États, un jour ou l'autre, j'avais dit ici une fois, il n'y a pas d'État vertueux, ça n'existe pas. C'est-à-dire, un jour ou l'autre, chaque État, tout État, un jour ou l'autre, il fait des choses qui sont contraires à la loi, à la morale, etc., parce que c'est la raison d'État. Voilà. Vous savez, il y a eu par exemple, il y a une vidéo il y a quelques jours de Rachid Nekaz, qui est un Algérien, et il parlait justement de la raison d'État. Voilà. De la France, il dit la France, c'est une république avec des idéaux, des valeurs, etc. Mais en parallèle, il y a un État, et la raison d'État fait que cet État se permet les saloperies les plus abjectes. Voilà. C'est-à-dire les tueries, les assassinats, les arrestations, etc. Voilà. C'est ça la raison d'État. Et donc, la plupart des États sont satisfaits de la situation, c'est-à-dire il y a ceux qui vont acheter du gaz, il y a ceux qui se disent bon, allez, on va se débarrasser de ces Hamas là qui nous gênent un peu, qui foutent un peu le bordel dans cette région. On aimerait bien commercer tranquillement. L'Arabie Saoudite qui se dit bon, j'aimerais bien normaliser. Voilà, ça suffit, quoi. Il y en a marre. Il faut revenir à plus de raisons. Voilà. Donc en fait, bien sûr, il y a énormément d'hypocrisie de la part des États, bien sûr. Pas des peuples, pas des associations.
Alors, il y avait une question là, c'était donc si Israël ne peut pas s'effondrer militairement et politiquement, est-ce que l'arme économique, le boycott, peut faire plier Israël comme ce fut le cas pour l'Afrique du Sud, au temps de l'apartheid? Oui, mais qui le ferait? Ça, le problème. Vous savez, par exemple, l'Union européenne a signé des accords commerciaux avec Israël. Bien. Et il y a un article, je crois que c'est l'article 5, mais je ne suis pas sûr, du traité signé entre Israël et l'Union européenne qui dit que les parties s'engagent à respecter le droit international et à régler les différends de manière conforme au droit et à la justice. Bon. Sur la base de cet article, l'Union européenne peut entamer une procédure de suspension de l'accord commercial, financier, économique avec Israël. Mais elle ne le fera pas. C'est ça le problème. Le problème, bien sûr, on peut. Vous savez, l'Afrique du Sud, il y a eu un boycott. Enfin, il y a eu un boycott. Il y a eu menace de boycott à un moment donné. Mais pendant des décennies, l'Occident n'a pas voulu boycotter. Et donc, je vais vous dire l'hypocrisie de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël. La lâcheté de l'Union européenne vis-à-vis d'Israël. L'Union européenne a adopté une directive, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a plusieurs années, pour exiger que les produits qui sont produits en Cisjordanie, occupés, ne contiennent pas la mention Made in Israel. D'accord? Voilà. Eh bien, même ça, les pays européens ont du mal à l'appliquer. Parce qu'Israël fait pression, et donc l'Allemagne, la France, etc., ils ont abandonné. Même ça, ils l'ont abandonné. Même ça, ils ne peuvent pas. Est-ce que vous avez entendu l'Espagne et l'Irlande qui ont reconnu la Palestine? Ça, c'est du bluff. C'est juste de haou. Pourquoi? Non, pourquoi? Parce que est-ce que vous avez entendu ces deux pays réclamer l'application de l'article qui suspendrait les relations entre l'UE et Israël? Pas du tout. Donc, en fait, c'est pas négligeable ce qu'ils ont dit, mais c'est toujours en deçà de ce qu'il faut faire. Voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre des pays, bon, sans compter que ni la Russie, ni la Chine, ni l'Inde n'ont envie de boycotter Israël. Voilà. Donc, il faudrait qu'une décision soit prise au niveau, par exemple, au Conseil de sécurité, et que les grands pays s'engagent à le faire. Et ça, c'est pas demain la veille. Voilà. Mais évidemment, s'il y avait un boycott, Israël s'effondrerait, bien sûr. Alors, il y avait une autre question, c'était concernant, bien sûr, toujours les déclarations de Trump. Est-ce que selon vous, les dissidents qui avaient présenté Trump comme un ennemi de l'État profond et un défenseur des peuples face aux élites, n'ont-ils pas fait totalement fausse route finalement? Non, ils n'ont pas fait fausse route. Parce qu'en fait, il y a plusieurs choses dans l'État profond. Vous savez, on imagine, il y a des gens qui disent par exemple, ah, Poutine, il fait des choses comme un. Enfin, ils oublient que Poutine est un chef d'État. Ils pensent que Poutine va se comporter comme un dissident des relations internationales et combattre la domination américaine partout où elle se fait, etc. Mais pas du tout. Poutine est un chef d'État qui a la responsabilité d'un État. Voilà. Donc, Trump, il y a deux choses. Trump, il a maille à partir avec son État profond. Donc, il va le mettre au pas. D'accord. Mais ça n'a rien à voir avec le soutien à Israël. C'est-à-dire, le soutien à Israël, d'abord, il y a le fait du lobby interne, et deuxièmement, Israël est vu, et d'ailleurs, bon, c'est-à-dire dans la politique occidentale au Moyen-Orient, Israël est le chien de garde parfait pour l'Occident. Et donc, il n'y a aucune raison il faut séparer les choses. À mon avis, c'est pas.
on confond le fait d'être contre l'État profond et donc il va tout balayer, mais pas du tout. Il continue à faire la politique, c'est-à-dire il ne fera pas la guerre, certes, enfin éventuellement, mais à mon avis, si un jour il doit le faire, il le fera. Mais regardez par exemple l'Iran, il avait bien en 2018, il a dénoncé un accord qui marchait très bien sur la suspension, enfin on a suspendu les sanctions contre l'Iran. L'Iran faisait surveiller son énergie nucléaire, etc. Et tout était parfait. Et donc, pourquoi il a violé? Parce qu'il estime que voilà, c'est pas dans l'intérêt de l'Amérique de laisser un potentiel ennemi de l'Iran et un potentiel ennemi donc d'Israël de se développer librement. Voilà. Donc, même s'il fait ce qu'il fait d'ailleurs, et c'est très positif, il faut le dire, sur l'OMS, sur les vaccins, etc., c'est très positif. Sur les genres, par exemple, il vient de signer une loi, bon, en tout cas, il a présenté comme ça, enfin, je sais pas, un décret ou executive order, comme on dit, interdisant aux transgenres de participer aux compétitions féminines. Bon, voilà, il y a des choses positives qu'il fait. Ou bien l'interdiction des chirurgies pour les mineurs, etc. Donc, il y a des choses importantes. Mais ça ne veut pas dire qu'il va devenir comme un chef un dissident en chef. Pas du tout. Il continue à être un chef d'État qui a envie de dominer là où il peut dominer. Alors, on avance. Concrètement, en quoi Trump menace l'État profond? Quelles sont les décisions concrètes en ce sens? Alors, d'abord, il y a toutes les manipulations et les politiques de subversion à l'étranger. Lorsque vous avez Tulsi Gabbard, qui va devenir la responsable du renseignement américain, qui vient à la télé dire, pendant l'audition devant le Sénat, dire que l'Amérique a dépensé des centaines ou des milliers de milliards pour renverser des gouvernements, pour créer Daesh, l'État islamique, etc. Et donc, cette politique-là, on va l'arrêter. Voilà. Ça c'est concrètement, c'est aller contre l'État profond. Démanteler ou contrôler la CIA. Notamment, par exemple, vous savez ce qui s'est passé avec l'USAID, qui, sous couvert de contributions humanitaires, contrôlait les gouvernements, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait contre l'État profond? Il y a Kennedy qui va devenir ministre de la Santé et qui va contrôler ce que font les laboratoires pharmaceutiques, la politique de la santé. Il a, par exemple, la liberté d'information. Dès qu'il a été élu, Zuckerberg, le chef de Meta, est allé à Washington pour dire voilà, ça y est, c'est fini, on arrête la censure, etc. Il y a le genre, comme j'ai dit tout à l'heure, le wokisme. Donc voilà toutes ces choses, j'en oublie peut-être un peu, mais voilà tout ce qu'il fait contre l'État profond. Et de manière concrète, c'est pas qu'il va faire, etc. Donc ce sont des choses concrètes qu'il fait contre le fait de quitter l'OMS. Rappelez-vous, enfin je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques mois, on a failli avoir un traité par lequel l'OMS aurait le pouvoir sur tous les pays du monde de déclarer une pandémie et d'exiger de tout gouvernement à confiner ou à prendre les vaccins, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'OMS, elle est capoute. C'est fabuleux. Je veux dire, donc on peut pas, il faut quand même saluer ce que fait ou ce que va faire ou ce qu'a été fait Trump dans tous ces domaines-là. Voilà.
Très bien, merci. On arrive bientôt sur la fin. Alors, Monsieur Cohen, il y avait aussi, bon, bien sûr, le projet de déplacer les populations palestiniennes, gazaouis, dans plusieurs pays. On a entendu parler du Maroc. Comment Trump va réussir à convaincre les pays d'accueillir ces populations? Est-ce que ce serait, alors je ne parle pas simplement du Maroc, hein, je parle même des autres pays. Est-ce que ce serait sujet à déstabiliser aussi peut-être ces pays? Non, parce que en fait, c'est beaucoup plus malin ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Israël voulait renvoyer 2,5 millions comme ça. Bon, là, ça aurait déstabilisé. Mais si vous prenez 50 000, 100 000, pour un pays comme l'Égypte, 100 000, c'est rien du tout. 100 000 personnes, ils peuvent mettre 10 000 par-ci, 10 000 par-là, et puis après, il les intégrera facilement. Le Maroc, c'est pareil. La Jordanie, c'est pareil. Le Soudan, etc. Et donc, là, c'est en divisant. Et puis, on demandera, ce seront les Palestiniens de Gaza qui demanderont, qui feront la demande. Donc, on leur répondra en disant oui, c'est pour des raisons humanitaires, etc. Et donc, ça ne sera pas vraiment compliqué, à mon avis, de convaincre une dizaine de pays de recevoir des parties de la population. Voilà. Très bien, merci. Alors, je ne sais pas, Eduardo, tu es monté, peut-être que tu vas intervenir? Salam alaikum. Non, je me suis trompé, je pensais que l'entretien était fini. Ah, ok, pas de souci. Je voulais dire salam alaikum, mais je redescends. Ok, non, pas de souci, merci. Alors, Monsieur Cohen, on va arriver bientôt au terme de l'émission. Oui. Alors, alors, question, pas si naïve, elle pue. Non, c'est pas ça. C'est que bon, je fais le tri un petit peu. Il y a beaucoup de questions. Je ne veux pas poser non plus toutes les questions du chat, mais je vais regarder si je remonterai un petit peu. Peut-être que je la poserai tout à l'heure à M. Cohen avant de clôturer. M. Cohen, on va faire une petite transition. Et je suppose que vous avez peut-être lu ou entendu parler, bien sûr, de l'interview du président algérien au journal L'Opinion. Oui. Et donc, il y avait une question qui était posée, c'était concernant justement une éventuelle normalisation avec Israël. Et ça a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux et bien sûr de certains MRE pour ne pas les citer. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Est-ce que c'était justement de toute manière, dans sa déclaration, quand la réponse n'était pas si développée que ça, mais de toute manière, on connaît la position de l'Algérie. Il n'a rien amené de nouveau concernant l'État d'Israël. C'est même la position de la Ligue arabe de 2002. Donc, là, officiellement, la Ligue arabe en 2002 s'est réunie et a dit officiellement, voilà. Donc, la Ligue arabe, donc il y avait tous les pays arabes, nous reconnaîtrons Israël avec tout ce qu'il faut. Nous aurons tous les accords, etc. Lorsque Israël permettra la création d'un État palestinien. Donc, c'est exactement ce qu'a dit le président algérien. Donc, il n'a fait que reprendre, il n'a rien dit de révolutionnaire. C'est-à-dire, il n'a rien dit de... c'est la position, je répète, c'est la position de la Ligue arabe de 2002. Donc, voilà, tous les États arabes sont prêts à accepter, mais c'est connu. Depuis, on aurait pu le faire dès les années 60, après la guerre de 67. De Gaulle l'avait bien dit. Donc, si Israël avait voulu reconnaître l'État palestinien, on aurait pu avoir la paix dès les années 60, 70, 80. Donc, ce n'est pas nouveau. Le président algérien répète une position qui est tout à fait logique, rationnelle, et que, après tout, si Israël rentrait dans le droit chemin, c'est-à-dire reconnaissait un État palestinien, acceptait les résolutions internationales, etc., voilà, il n'y a pas de raison de ne pas le reconnaître ou de ne pas avoir de relation avec lui. D'accord, donc c'est pas de mal à veille que l'Algérie normalisera. Mais ce n'est pas de mal à veille.
de toutes les façons, parce que, je veux dire, plus le temps passe et moins on voit l'État palestinien se profiler à la raison, à l'horizon. Donc, voilà, c'est. Très bien, merci. Alors, et concernant donc cette interview, qu'est-ce que vous pouvez, est-ce que vous pensez que c'est le début d'une amorce, d'un apaisement de la relation justement entre la France et l'Algérie? Est-ce que il a répondu, il a quand même répondu à pas mal de questions. Il a débunké pas mal de fausses informations qui étaient répandues. Vous en pensez quoi? Alors, pour le moment, à mon avis, il y a une hystérisation du côté français qui ne se calme pas. Et donc, il y a vraiment une bonne partie de la droite chauffée par le lobby judéo-sioniste, genre Sarah Knafo, Éric Zemmour, Goldnadel, etc., etc. Le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui trouve là une bonne occasion de se faire une réputation de dur. Et donc, pour le moment, je ne vois pas une solution à l'horizon. C'est-à-dire que tant que cette hystérisation continue de la part des médias, enfin, c'est juste hallucinant ce qui se passe, je ne vois pas de. Puis il n'y a pas de geste, je vois mal, enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, il n'y a pas de geste significatif d'un Macron, enfin, ou d'une autorité comme Macron ou Premier ministre, capable d'arrêter le massacre. Alors, je ne sais pas, on verra. Hein. Oui, on a vu quand même des. Il va falloir à un moment ou à un autre, il va falloir qu'ils se parlent de toute façon. Ça ne peut pas continuer comme ça, c'est pas possible. Voilà. Oui, exactement. D'ailleurs, on entend beaucoup les politiques parler, mais le président, je ne l'ai pas entendu s'exprimer depuis un certain temps. Pour le moment, il attend peut-être que ça se tasse. Vous savez, il y a quelques jours, il y a le chef des renseignements français parti à Alger. Et à l'époque, je vous avais, enfin, c'était 2 ou 3 semaines, et je vous avais dit que les choses sérieuses, en général, passent par l'intermédiaire des chefs des services secrets. Parce que ce sont des gens responsables qui ne cèdent pas à l'hystérie, qui ne cèdent pas au chantage, etc. Donc, ils ont dû avoir une conversation. Peut-être que ça continue au même niveau, je ne sais pas. Et donc, à mon avis, ils peuvent pas laisser, ces deux pays ne peuvent pas laisser la situation dégénérer. Donc, à mon avis, il doit y avoir des discussions au niveau comme ça des services secrets. Et un jour ou l'autre, il faudra bien qu'ils trouvent un modus vivendi, un terrain d'entente. Voilà. Très bien. Bon, je crois qu'on a fait le tour de la question. Et puis, écoutez, merci encore. Analyse très pertinente concernant la situation à Gaza. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour voir une évolution et des réactions peut-être un peu plus profondes. Allez, bonsoir à tous. Bonne soirée. La situation. Merci, M. Cohen. Au revoir. Bonsoir. Merci. Voilà, les amis. On se donne rendez-vous. Ah oui, je vais faire une petite annonce, excusez-moi, j'oubliais. Dimanche soir à 21h, invité exceptionnel, rendez-vous exceptionnel avec Hicham Hamza, figure des réseaux sociaux, qui est très attaqué, qui débunk pas mal d'informations. Et donc, ce sera mon invité à 21h. 21h dimanche soir. Voilà les amis, donc on se donne rendez-vous à 21h dimanche soir. Merci beaucoup à tous et à dimanche. Salam.